On va essayer d'avancer là-dessus. Parce qu'il m'avait dit, c'est pour ça que je lui ai tendu le C'est perche, vraiment je une me dis, j'y overview connais rien. de la régulation de la chromatine. Alors, bon, je ne sais pas qui a organisé ce congrès, mais bon, on va avancer. Voilà. Alors, en fait, pourquoi réguler la chromatine? Simplement parce que notre ADN est quelque chose d'extrêmement dynamique et on a besoin que ces longs filaments d'ADN puissent rentrer dans le noyau. Et Damien, par exemple, m'a appris que le filament d'ADN numéro 1, si on le déroule complètement, il fait 1 mètre. Et pour faire rentrer ce filament de 1 mètre dans un noyau, il y a besoin de l'enrouler extrêmement fort et donc de compacter l'ADN. Donc en fait, le remodelage de la chromatine, ça permet donc de compacter l'ADN dans le noyau, mais également de réguler la transcription, puisque cette transcription elle va être dynamique dans le temps. Et, chose assez récente, de permettre d'organiser en fait les territoires chromosomiques, dont les TAD et les zones actives de transcription. On verra ça à la fin. Donc simplement ce schéma pour montrer comment peut se compacter très fortement la chromatine. On va se concentrer sur les nucléosomes, qui sont ces petites structures protéiques sur lesquelles l'ADN s'enroule. Alors, en fait, quels sont les mécanismes qui permettent justement cette ouverture-fermeture? En fait, la fermeture et compaction de l'ADN correspond à l'hétérochromatine et ça permet de réprimer l'expression des gènes, alors que l'ouverture ou la décompaction de l'ADN, qui s'appelle également euchromatine, E pour bien en grec, permet l'expression des gènes. En fait, on obtient, quand on démarre, quand on se renseigne sur ce que c'est que les modifications épigénétiques de la chromatine, on tombe sur des schémas comme ça, et je dois vous avouer que ça ne fait pas très plaisir de se dire « oulala, mais quel est ce mécanisme ?» On voit bien que là, c'est séparé, là, c'est compacté, mais on voit bien aussi qu'il y a plein de petites choses dessus, là, K9, plein de noms de protéines. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'avancer là-dedans. Alors, en gros, il faut avoir une vue globale, et puis après, on va rentrer comment se passent les modifications, mais on peut considérer que l'ADN est compacté, et pour pouvoir permettre à arriver à une transcription, il va falloir décompacter l'ADN, puis la polymérase, la RNA polymérase 2, qui permet donc la transcription de l'ARN, va pouvoir se fixer grâce à des facteurs de transcription. Et l'ouverture de l'ADN, on peut voir ici des petites choses particulières qui sont des marques épigénétiques qui permettent cette ouverture de l'ADN. L'ouverture de cet ADN est également contrôlée par le complexe BAF ou les SWI-SNF. On va voir aussi ce que c'est. En fait, de façon assez étonnante, une fois qu'il y a le recrutement de ces molécules, il y a une phase de pause, puis après ça redémarre avec le recrutement de nouveaux facteurs de transcription. Alors, il y a une étape qui est absolument cruciale pour pouvoir faire cette transcription, c'est effectivement le recrutement des facteurs de transcription et les modifications chimiques, épigénétiques, car autour des gènes, par la modification donc chimique de ces histones, qui ensuite vont permettre d'ouvrir l'ADN et de permettre la transcription. Donc ces modifications épigénétiques des histones est contrôlée par trois grands groupes, trois grands complexes protéiques, qui est le complexe trithorax, qui a plutôt une action positive d'ouverture de l'ADN, donc de transcription. Il a un autre nom, ce complexe trithorax, vous allez voir, c'est assez sympa, parce qu'en fait, ça change de nom toutes les 30 secondes en fonction des types d'animaux. Donc trithorax compass, c'est la même chose, et puis SWI-SNF BAF, c'est exactement la même chose, ça permet de garder l'ADN ouvert, alors que le complexe polycombe, ou polycombe répressif complexe, il y a deux groupes, sont là, eux, pour fermer l'ADN. Donc ces grands complexes protéiques qui vont modifier les marques épigénétiques des histones. Et on voit finalement que ce grand groupe trithorax a une action tout à fait duale avec polycombe, l'un permettant l'activation, la transcription des gènes, alors que l'autre permet la répression, la fermeture de la chromatine, et donc l'arrêt de l'expression des gènes. Et pour ceux qui ont quelques connaissances génétiques syndromo-dysmorpho, vont voir qu'il y a des petits noms, MLL, MLL2, des choses comme ça doit vous dire quelque chose. Les SWI-SNF aussi, ça vous dit quelque chose. Et puis EZH2,
probablement aussi. Tout ça, c'est des noms de gènes de maladies génétiques. Alors on a vu, il y a des complexes protéiques qui permettent d'ouvrir-fermer. Et pour pouvoir ouvrir-fermer, à ce moment-là, il y a deux grands mécanismes de modification des histones. Il y a l'acétylation et désacétylation des histones. On va avoir des molécules qui s'appellent des HAT pour histone acétylase, qui vont ouvrir l'ADN, et puis des molécules HDAC pour histone désacétylase, qui eux vont fermer l'ADN. Donc ces deux actions chimiques sur les histones permettent du coup de moduler l'expression des gènes. À côté de ça, il y a encore un autre grand mécanisme qui est la méthylation et la déméthylation à nouveau des histones. Et on va avoir des KMT pour qui sont des méthyltransférases, qui sont des readers, et puis des KDM, les déméthylases, qui sont des éraseurs. On va voir ce que ça veut dire. En fait, il y a des molécules qui vont écrire sur les histones, et puis d'autres molécules qui vont effacer les marques épigénétiques. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'entre reader et éraseur, il n'y a pas une dualité comme on a entre les histones acétylase et désacétylase. Autant histone acétylase et désacétylase, c'est clair, ça ouvre, ça ferme. Autant éraseur et reader, c'est plus compliqué. Alors, on va... si ça avance, on va avancer. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. C'est pour ça que je vous dis, j'ai découvert ça, c'était terrible. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres marques épigénétiques possibles. On peut donc acétyler, méthyler, on l'a vu, mais aussi phosphoryler les histones. Il y a des phénomènes d'ubiquitinisation, de sumorylation et même de citrullinisation des histones. En fait, on peut modifier chimiquement par plein de mécanismes différents ces histones et donc moduler l'expression des gènes. Alors, où se situent ces marques épigénétiques et ces marques chimiques au niveau des histones? Ça se situe au niveau de petites zones protéiques qui sortent comme ça. Donc vous voyez ici, il y a les différents types d'histones, les histones H2, H3 et H4. Et il y a des petites protéines comme ça. Et puis les histones H1 sont des linkers. On voit l'ADN qui tourne autour de ces complexes multiprotéiques et il y a un linker, donc l'histone H1 qui est là. Et on voit effectivement qu'il y a des espèces de petites queues qui sortent comme ça, et c'est là que vont se positionner les marques épigénétiques. Alors, un petit zoom sur ces queues histoniques, et vous voyez ici, il y a des lettres en fait, qui correspondent à la nomenclature des acides aminés, et on voit par exemple que ici, à la 4e position, il y a une lysine, et ça va permettre de mieux comprendre les noms de ces gènes-là. On l'a vu, on va prendre un exemple, syndrome Kabuki. Le gène, c'est KMT2D. Il code pour une H3K4ME3. Alors, ce n'est pas du langage KKTOS, hein. Ça veut vraiment dire quelque chose. Donc, KMT, on a vu, c'est une lysine méthyltransférase, ça va mettre du méthyle. Et une H3K4ME3, parce que c'est sur les histones 3, d'accord, la petite queue de l'histone 3, la lysine en position 4, et ME3, parce que c'est une triméthyltransférase. Il va y avoir, sur la lysine 4, trois groupements méthyl apposés. Donc c'est un writer, c'est une molécule qui va mettre des marques épigénétiques. Alors, en fait, il y a un autre gène qui code pour le syndrome Kabuki, qui est KDM6A. Alors KDM6A, je vais refaire du langage KKTOS, ça code pour le H3K27 déméthylase. Ça veut dire que ce gène-là code pour une protéine, et la protéine, son travail, ça va être d'enlever les groupements méthyl sur la lysine 27 de la queue histonique H3. En fait, ces deux gènes travaillent ensemble, parce que je vous ai dit, c'est complexe protidique. On va voir ici chromatine fermée, parce que EZH2, qui est responsable d'une pathologie génétique dont Caroline Michaud va dire quelques mots dans les présentations suivantes. Donc gène code pour EZH2. EZH2 va mettre de la méthyle, triméthyle sur la lysine position 27 de l'histone H3. ADN fermé. Le groupe trithorax compass spécifique qui contient KMT2D va arriver et KDM6A va enlever ces marques de fermeture de l'ADN. Il va enlever les triméthyls sur la lysine 27 de l'histone H3 et KMT2D va mettre des marques. Il va triméthyler la lysine 4 de toujours l'histone H3 et ça va dire c'est une zone
où on va ouvrir l'ADN, tous les autres complexes vont s'engrouper là-dessus et vont permettre la fixation des facteurs de transcription et de l'ARNA polymérase 2 pour pouvoir permettre la transcription. Alors, il y a 3 grands messages sur les queues histoniques d'écriture, les writers, les effaceurs, c'est difficile à traduire, c'est les erasing, et puis la lecture avec les readers. Et ça devient la jungle. On revient au langage KTOS parce qu'il y a des acétylases, des méthylases, des phosphorylases pour écrire, des acétylases, des méthylases, phosphatases pour effacer. Et puis après, les readers, alors là, c'est bien plus compliqué, c'est vraiment des protéines plus ou moins facteurs de transcription, mais pas tout à fait. Alors, si on va avoir une vue synthétique un peu de toutes les actions, on voit qu'on peut effectivement modifier chimiquement directement l'ADN, et ça, j'en parlerai pas du tout, simplement en mettant des méthylcpg, des groupements méthyl, pardon, c'est les CPG. Et puis après, on voit qu'il y a plein de protéines différentes, qui peuvent être des writers, ou des erasers, ou des readers, qui vont mettre ces marques épigénétiques. Mais globalement, ce qui va faire la spécificité, c'est l'association de ces protéines ensemble qui vont mettre soit des marques spécifiques, de l'ouverture de l'ADN. Et on voit que quand on triméthyle la lysine 4H3 et lysine 3K6, c'est des marques d'ouverture, alors que ça, la méthylation de la lysine 9 et de la lysine 27, c'est des marques plutôt de fermeture de l'ADN, donc transcription et arrêt de la transcription. Alors il y a plein de maladies génétiques mendéliennes qui sont maintenant connues dans des gènes qui modifient les marques épigénétiques, et je fais juste un aparté sur les connaissances dans la déficience intellectuelle et l'autisme. À un moment, on vous a dit ce sont des maladies épigénétiques, peut-être, mais peut-être aussi que ce qui a été capté, c'est simplement la conséquence et pas la cause. Parce que tous ces gènes-là donnent de la déficience intellectuelle et sont en partie impliqués aussi dans des formes d'autisme. Et que finalement, peut-être que les modifications épigénétiques observées, c'est simplement la conséquence de mutations dans des gènes qui contrôlent les marques épigénétiques. Bon, ça, c'est ma théorie. Après, vous aurez le droit de me jeter des tomates si vous voulez. Alors, on prend quelques exemples d'histone méthyltransférase. Le syndrome de Rubinstein-Teby dont a parlé le professeur Didier Lacombe, avec 2 gènes, CREB, P300, mais en fait, ils ont d'autres noms, 4,3A et 4,3B, lysine acétylase 3A, lysine acétylase 3B. On continue comme ça, le gène HDAC4 qui donne une déficience intellectuelle et une brachymétatarsie, brachymétacarpie. Ce gène-là, en fait, c'est un gène qui est également impliqué dans les délétions de Q3,7, où finalement le phénotype peut être résumé en partie grâce à ce gène. HDAC8 qui donne de la déficience liée à l'X, le syndrome KBG, mutation dans le gène ANKRD11. Ce gène-là, en fait, il contrôle avec HDAC3 les marques épigénétiques. C'est ici la KBG, mais aussi 4,6A, 4,6B, etc., etc. Ce sont les topos qui vont suivre. Dans les maladies mendéliennes où on a des anomalies de méthylation des lysines des histones, à ce moment-là, on a le syndrome Kabuki avec des mutations dans le gène KMT2D et KDM6A, mais d'autres syndromes génétiques. Et vous avez ici la transcription, donc les noms des gènes comme ils étaient avant, et puis peut-être les noms des gènes comme ils vont être bientôt, parce que s'il n'y a rien de mieux que de changer le nom du gène, comme ça on ne sait plus quoi raconter aux patients. Mais globalement, on voit que MLL2, qui était le gène du syndrome Kabuki, s'est transformé en KMT2D, que MLL, qui était le gène du syndrome de Windman-Steiner, s'est transformé en KMT2A, etc., etc. Et même EZH2, c'est KMT6. Vous allez probablement retrouver vos gènes préférés. Après, il y a encore d'autres gènes pour lesquels les connaissances sont moins claires ou pour lesquels la littérature est moins fournie et qui sont aussi des gènes qui codent pour des protéines qui vont moduler la méthylation des lysines. Et on voit les gènes 7,2D, 7,2,5, CF présentation suivante par Nicolas Chatron, et puis tous les gènes PRDM qui sont aussi des H3K9ME2 ou après d'autres noms, je ne vous ai pas tout remis, qui vont vous donner des syndromes génétiques qui sont très variables. Le Brittle cornea syndrome, une persistance du canal artériel de façon non syndromique. Les gens qui font de l'épigénétique dans les maladies cardiaques, dont le canal artériel, est-ce qu'ils ont capté des choses qui étaient les conséquences et pas la cause? PRDM12, insensibilité à la douleur, et PRDM16, qui est le gène qui est impliqué probablement dans les anomalies cardiaques, dans la délétion 1P3,6, qui peut aussi, quand il est muté tout seul, donner des anomalies cardiaques. On n'est pas sorti de l'auberge parce que maintenant, il y a les readers. Alors les readers, eux, ils sont là pour, une fois que les marques épigénétiques ont été mises,
continuer à recruter les facteurs de transcription. On a des exemples ici, on va avancer, parce que sinon je vais dépasser le temps, je vais me faire gronder, c'est normal. En schématisant, l'ADN est fermé, facteur de transcription, modification des marques épigénétiques, les readers arrivent après les modifications et on va avoir une transcription de l'ARN. Quelques exemples de maladies mendéliennes liées à des mutations dans les readers. Alors il y a les chromodomènes, et là on connaît CHD7, syndrome Charge. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que CHD7 est très en lien avec KMT2D, et parfois il y a des confusions entre syndrome Kabuki, syndrome Charge, quand les symptômes cliniques sont assez similaires. CHD8, identifié dans l'autisme macrocéphalie, autisme épigénétique, hein. Il y a pas mal de gènes maintenant qui contrôlent les marques épigénétiques qui sont impliqués dans l'autisme. Et puis les PHF pour les plantes Homodomain-like family, avec PHF6 qui est responsable du syndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann, et puis PHF8 qui donne une déficience intellectuelle liée à l'X avec parfois des fentes labiopalatines. On l'a vu, pour qu'il y ait des modifications des marques épigénétiques et surtout qu'ensuite il y ait la libération de l'ADN pour qu'il y ait la transcription du gène, il va falloir enlever en fait des histones. Et ça marche grâce au SWI-SNF. En fait, une fois qu'on a mis les marques épigénétiques, eh ben, les histones, ils encombrent. Il va falloir dérouler l'ADN. Et pour dérouler l'ADN, c'est le travail des SWI-SNF, un complexe protéique qui va être là et qui va commencer à débobiner l'ADN, enlever les histones, et puis qui les remettra après, quand on aura fini de faire la transcription de l'ADN. Ça ne fait pas que ça fait plein d'autres choses, mais on va en rester là. Alors, des exemples de pathologies génétiques mendéliennes qui sont dues à des mutations dans ces gènes qui contrôlent les marques épigénétiques. Donc, c'est essentiellement un syndrome de Coffin-Siris-Nicolaides-Baretzer, mais c'est intéressant de voir que finalement, des mutations dans les gènes qui codent pour les protéines de ce grand complexe vont vous donner finalement un phénotype clinique assez similaire, parfois plus ou moins sévère. Tout ça doit faire aussi intervenir les coésines. Parce que si vous compactez votre ADN, vous avez besoin ensuite de mettre des espèces d'épingles à nourrice pour pouvoir tenir cet ADN compacté quand vous continuez à l'enrouler. Et si vous avez des mutations dans les gènes qui contrôlent pour les coésines, vous allez avoir le syndrome de Cornelia de Lange et la morphologie des visages de ces enfants qui ont des anomalies dans le gène ankyrine D11, Cornelia de Lange, etc. se ressemblent un peu. On n'est pas sorti de l'auberge parce qu'on s'est rendu compte que les London Conning RNA permettaient justement de faire un lien entre les complexes protéiques et les histones et aider à la compaction. Et on voit par exemple que XIST, qui est un London Conning RNA connu depuis très très longtemps, qui intervient en fait dans l'inactivation du chromosome X, et ben c'est XIST qui va recruter un complexe spécifique et permettre ensuite de compacter l'ADN, et le chromosome X qui contient XIST, eh ben, il va être inactivé, il va être ultra compacté. Si on poursuit à l'échelle, on va dire plutôt au-delà de l'ADN et plus macromoléculaire, on s'aperçoit en fait que cette hétérochromatine n'est pas organisée n'importe comment, et le chromatine non plus au niveau du noyau. Et on voit effectivement qu'il y a des zones très compactées et des zones qui sont décompactées, comme par hasard proches en fait, des pores nucléaires. Pourquoi ? Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va avoir en fait, la transcription. Et les modifications des marques épigénétiques, l'apparition des London Conning RNA va permettre de rapprocher des TAD ensemble, donc rapprocher des groupes des zones de transcription communes, et on va avoir une transcription à proximité en fait, du pore nucléaire. Et si on des acétyles, des méthyles, etc., on va modifier en fait ces zones de transcription de l'ADN et donc probablement modifier la conformation tridimensionnelle des structures chromosomiques à l'intérieur du noyau. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je ne sais pas si je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus, vous avez plein de littérature qui est sortie en particulier sur les maladies génétiques mendéliennes dans des gènes qui contrôlent les marques épigénétiques. Et vous avez ici toute une série de papiers qui sont très sympas, en particulier le dernier, là, qui vous fait une synthèse de tous les gènes qui sont aujourd'hui connus, responsables de maladies mendéliennes. Et c'est des maladies mendéliennes
de gènes qui contrôlent les marques épigénétiques, soit par méthylation directement de l'ADN, soit par d'autres mécanismes. On peut voir, et donc les symptômes cliniques qui sont ici associés, ça peut donner plein de choses. Alors, j'espère que je ne vous ai pas donné le tournis. Et puis on va pouvoir parler aux questions. Ça ne bouge pas, hein, c'est vos yeux qui bougent tout seuls. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps, si je suis allé trop vite. Parfait. C'est là où... Merci beaucoup, David. Tu as largement tenu le temps, bravo. Donc, on a le temps pour des questions. Vous voulez que je remette le truc hypnotique, là, ça va vous aider ou Alors, je vais commencer avec une question, si le chairman, David. Donc, le lien entre la régulation de l'expression et le métabolisme, est-ce qu'il est connu? Par exemple, moi j'ai entendu que l'acétylation, c'était le lien entre le citrate et le métabolisme de la mitochondrie, qui allait fournir les acétyles, et que c'était une manière du métabolisme de contrôler l'expression des gènes. Est-ce que c'est vrai ou... Alors, c'est une excellente question. Je ne saurais pas répondre à ta question, parce que je ne suis pas spécialiste du métabolisme mitochondrial. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de qu'est-ce qui déclenchait en fait ces vagues de méthylation, déméthylation. Il y a certainement des mécanismes extrêmement complexes qui vont contrôler très finement, parce que ça ne se fait pas n'importe comment, ces expressions de gènes. On a vu, on a besoin de complexes protéiques extrêmement compliqués, de long non-coding RNA, probablement des micro-RNA. Tout ça, c'est assez complexe. Il y a la lamine qui participe aussi, puisqu'en fait, tous ces complexes protéiques sont collés à la lamine, ce qui permet de garder l'ADN de façon compactée et proche des pores nucléaires. Un peu dans le même style, il y a aussi tout ce qui est l'environnement. Tu as dû voir, je pense, un certain nombre de papiers où l'environnement peut modifier aussi les marques épigénétiques. Est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois messages de ce que tu as lu éventuellement ? Alors, encore une bonne question, Damien, et je dois avouer que je n'ai pas tout lu, parce que j'ai malheureusement organisé le congrès aussi, mais globalement, il y a énormément de molécules qui modifient les marques épigénétiques. Il y en a une, par exemple, dont on a parlé ce matin. Et la molécule dont on a parlé ce matin, c'est l'acide valproïque. L'acide valproïque a des effets probablement importants au cours de la grossesse, et a un impact probablement sur la mise en place et la régulation d'un certain nombre de gènes. Donc oui, il y a probablement des molécules chimiques qui vont modifier de façon épigénétique les gènes. Après, quelle est l'action réelle de ces modifications épigénétiques dans le temps et dans la responsabilité de maladies observées chez l'adulte, comme l'arthrite ou le diabète ou des choses comme ça, c'est des questions qui sont extrêmement compliquées et qui nécessiteraient probablement de démembrer très finement ces pathologies-là avant de commencer à... Voilà, on l'a vu dans la déficience intellectuelle et dans l'autisme, il y a des papiers d'autisme qui sortent, qui disent que finalement, il y a une partie des gènes, c'est des gènes qui contrôlent les marques épigénétiques. Julien Thévenon ? Une petite question sur le fait que ces marques épigénétiques, finalement, ce sont des mutations moléculaires, génétiques de l'ADN, qui vont avoir une action en aval, qui, elle, peut être modifiable. Et du coup, il y a un certain nombre de thérapeutiques qui sont appliquées, par exemple, dans le champ du cancer, les inhibiteurs des HDAC. Est-ce que ça peut représenter des pistes thérapeutiques spécifiquement pour ce groupe de maladies qui est de plus en plus large ? Alors, encore une fois, ce matin, il y a eu une présentation par le professeur Didier Lacombe sur une molécule qui modifie l'acétylation des histones, qui s'appelle l'acide valproïque. Et puis on a discuté d'une autre qui s'appelle l'AR42. Après, je ne sais pas si les effets, c'est pour ça qu'on n'a pas des effets extraordinaires. En tout cas, on ne l'a pas observé. Donc, C'était sur le modèle murin de la souris modélisant le syndrome de Kabuki, pour lequel il y avait eu une réversion du profil d'anomalie chromatinienne. Ouais, un truc extraordinaire avec des modifications extrêmement importantes des gènes en aval. Et on a cherché, nous, à regarder si in vitro, dans des cultures cellulaires de patients, donc mutés, si en administrant un certain nombre de molécules, on pouvait avoir des modifications
des gènes en aval, et on n'a rien observé. Alors après, bon, on a quand même utilisé 3 doses de chacune des molécules, avec des cinétiques à 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures. C'est pas moi qui les ai fait, heureusement. Et sur 10 lignées différentes, avec des mutants différents, des stops, des frame shifts et des changements d'acide aminé. C'est décevant. Alors que chez la souris, ça marche vachement bien, et que le papier des Italiens qu'ils avaient fait avec de la lecture, de la translecture, pardon, codon stop avec l'aminoside, eux, ils avaient des choses super.